l'horloge au-dessus de la cheminée marquait 21h07. Notre réservation au restaurant était pour 19h. J'étais assis près de la fenêtre dans notre maison paisible de la banlieue lyonnaise, ma veste de costume sur le dos, tenant un bouquet de tulipes blanches, ses préférées. Dehors, les dernières lueurs du soir s'effaçaient derrière les sommets lointains des Alpes. À l'intérieur, le silence régnait. Pas un silence apaisant, mais celui qui siffle dans les oreilles. Puis, un claquement. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement, comme si elle fuyait quelque chose plutôt que de rentrer chez elle. Camille est entrée comme une tornade, jetant son grand sac en cuir sur le banc de l'entrée comme s'il l'avait personnellement offensée. Ses talons claquaient sur le parquet alors qu'elle passait devant moi sans même un regard. « Ne commence pas », a-t-elle marmonné en enlevant son manteau. « Camille », je me suis levé lentement, la voix basse. « C'est notre anniversaire de mariage. » Elle a ricané, passant ses mains dans ses cheveux. « Tu crois que j'ai oublié ? » Je n'ai pas dit ça. J'ai brandi le bouquet, gardant espoir. Nous avions une réservation. Tu n'as pas appelé. Elle s'est enfin tournée vers moi, le regard fatigué, tranchant. J'ai été retenu. Marc-Antoine a déposé une pile de bilans trimestriels sur mon bureau à la dernière minute. Marc-Antoine, le mari de sa sœur, son patron. Ce nom m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Je comprends, ai-je dit doucement en m'approchant. Mais tu aurais pu envoyer un SMS. Elle a expiré bruyamment, presque en riant. Je ne savais pas que j'avais besoin de ta permission pour rester tard au bureau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste inquiet et je pensais qu'on pourrait peut-être encore attraper le dessert. Elle a tourné la tête vers moi comme si je l'avais insultée. Tu es sérieux, là ? Je viens de travailler 10 heures d'affilée et tu essaies de me faire culpabiliser pour un dîner. J'ai cligné des yeux. Je ne te fais pas culpabiliser, Camille. J'essaie de sauver la soirée. Elle a croisé les bras, le regard noir. Non, tu me donnes l'impression d'avoir tout gâché. Comme si j'aurais dû être planté là en talons et en robe, à attendre d'être emmené comme un personnage de comédie romantique. Je n'ai pas dit ça. Mais tu le penses. Non, J'ai marqué une pause, puis j'ai posé les fleurs sur la console. Tu m'as juste manqué ce soir. Sa mâchoire s'est contractée. Eh bien, évite peut-être de construire toute ta soirée autour d'une version imaginaire de moi. Je suis épuisé, Damien. Ma gorge s'est serrée. Moi aussi. Nous sommes restés là, l'un face à l'autre, comme deux étrangers qui partageaient autrefois une vie. Puis elle s'est détournée, marmonnant entre ses dents, incroyable, avant de s'engouffrer dans le couloir. Une porte a claqué. Je suis resté debout dans ce couloir, le bouquet froid dans mon champ de vision, me demandant comment une soirée censée célébrer l'amour s'était transformée en ce désastre. Le plus drôle, c'est que ma vie n'avait rien de bruyant ou de dramatique. Je m'appelle Damien Morel, 39 ans, cadre moyen en logistique dans une firme du centre de Lyon. J'aime mes routines. Mon jogging matinal, les tartines du dimanche, les mots croisés après le dîner. Je garde notre jardin impeccable et mon bureau organisé. Rien de clinquant, juste de la stabilité, du prévisible, de la sécurité. Mais cette nuit-là, quelque chose de silencieux et de sacré s'est brisé. Et je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce n'était pas seulement une histoire de dîner. C'était quelque chose de bien plus profond et de bien plus froid. Quelque chose qui avait déjà commencé à glisser entre les fissures. 3 jours ont passé. Elle n'a jamais reparlé de notre anniversaire. Pas un mot sur cette soirée gâchée. Les tulipes ont fané discrètement dans la poubelle de la cuisine, et je n'ai pas insisté. Son silence me disait qu'elle avait déjà réécrit l'histoire dans sa tête, et que j'étais le méchant. C'était tard le mercredi quand mon téléphone a vibré. Presque 22 heures. J'étais sur le canapé, regardant distraitement un documentaire animalier, mon ordinateur sur les genoux, les feuilles de calcul brillant faiblement. L'appel a illuminé l'écran. Camille, travaille. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Allô ? Sa voix était brève. Ne m'attends pas. Je dois rester dormir sur place. C'est la semaine d'audit. On est en retard. Tu dors au bureau ? Oui, Damien. Marc-Antoine veut que toutes les dépenses trimestrielles soient finalisées pour demain matin.
Je ne peux pas discuter avec l'homme qui signe mes fiches de paie. Quelque chose dans sa façon de prononcer le nom de Marc-Antoine n'allait pas. Trop familier. Trop facile. Je me suis adossé au coussin, gardant un ton calme. Tu veux que je t'apporte à dîner ou quelque chose? Non, a-t-elle tranché, avant de s'adoucir. Non merci. J'ai déjà grignoté quelque chose. D'accord, ai-je dit doucement, laissant un silence s'installer entre nous. Tu es sûr que ça va? Un autre silence, puis, ça va. Salut. La ligne a coupé. Je suis resté assis là une minute de plus, le téléphone encore contre l'oreille, même si l'appel était terminé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. C'était peut-être la tension soudaine dans sa voix. Peut-être le souvenir de l'avoir passé devant moi 3 soirs plus tôt comme si j'étais un étranger dans ma propre maison. Peut-être le fait que je n'avais jamais douté d'elle en 10 ans de vie commune. Et soudain, je ne pouvais plus me défaire du sentiment que quelque chose clochait. J'ai pris mon manteau et mes clés, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai roulé vers le centre-ville. Il faisait froid, ce genre de froid lyonnais qui rend la ville luisante mais vide. Le quartier d'affaires de la Part-Dieu était presque sombre, à l'exception de quelques gratte-ciel encore éclairés comme des phares solitaires. Le cabinet de Camille, Moreau et Associés, était l'un d'eux. Un bâtiment élégant, tout en verre, 5 étages d'argent, de marbre et de murmures derrière des vitres teintées. Je me suis garé et je l'ai vu immédiatement. Son Audi grise était garé près de l'entrée. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS, je suis juste resté assis dans le ronronnement silencieux de ma voiture, à observer. Après 15 minutes, les portes vitrées se sont ouvertes. Elle est sortie lentement, ajustant son écharpe, puis a jeté un œil à son téléphone. Elle ne m'a pas remarqué au début. Je suis sorti et je me suis appuyé contre le capot de ma voiture. Quand elle m'a enfin repéré, elle s'est figée. Damien, a-t-elle lancé, sa voix montant d'un ton, mêlant confusion et autre chose. De l'irritation. Salut, j'ai gardé un ton léger. Je me suis dit que je viendrais te raccompagner. Ce quartier craint un peu à cette heure-ci. Ses sourcils se sont froncés. Je t'ai dit que je restais dormir au bureau. Tu pourras travailler de la maison demain. Viens dormir dans ton propre lit. Je ne peux pas. J'ai besoin de ma voiture ici et j'ai des dossiers à revoir. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai désigné l'Audi. Alors laisse-la ici. Je te redéposerai demain matin. Elle a croisé les bras. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil électrique sous tension. Elle a regardé ses talons, puis le bâtiment derrière elle. Camille, ai-je dit doucement. Monte dans la voiture. Elle a hésité, puis a finalement soupiré et s'est dirigée vers le côté passager. Le trajet du retour s'est fait en silence. Les lampadaires défilaient sur le pare-brise, jetant de longues barres de lumière jaune sur son visage. Elle fixait la fenêtre, la mâchoire serrée, les bras croisés. Je l'ai regardée brièvement. Je te redéposerai demain. Elle n'a pas répondu. Je me suis reconcentré sur la route, laissant le silence s'installer. Mais son reflet dans la vitre me disait tout. Les épaules tendues, la mâchoire contractée, les lèvres pincées. Elle n'était pas juste fatiguée. Elle cachait quelque chose. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. Le lendemain matin était gris et couvert. Le ciel était chargé de givre et les rues étaient encore glissantes à cause d'une neige précoce. J'ai fait du café pour 2 par habitude, mais Camille n'a pas touché au sien. Elle est descendue déjà prête, vêtue d'un pantalon noir et d'un chemisier strict, m'accordant à peine un regard. Pas de maquillage, les cheveux attachés à la hâte. Son sac d'ordinateur était déjà sur son épaule comme si elle avait hâte de partir. J'ai pris les clés sans un mot et elle m'a suivi dehors. Le silence est revenu dès que les portières se sont fermées. Pas de radio, pas de petite discussion, juste le ronronnement du chauffage et le crissement des pneus sur le bitume salé. Un feu rouge nous a arrêtés à quelques rues de son bureau. J'ai finalement rompu le silence. J'ai réfléchi, ai-je dit, mes doigts serrant le volant. À propos de nous. Elle n'a pas répondu. Elle continuait de regarder par la fenêtre comme si la ligne d'horizon grise pouvait lui offrir une issue de secours. Je sais que les choses ne vont pas bien ces derniers temps, ai-je continué en essayant de garder une voix stable.
Tu rentres de plus en plus tard. Tu ne parles presque plus. Même quand on est dans la même pièce, j'ai l'impression qu'on est à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Toujours rien. Ma gorge s'est serrée. Camille, s'il se passe quelque chose, j'ai besoin de le savoir. Je peux supporter la vérité, même si elle est dure. Mais je ne peux pas supporter ce mur de froid. Elle a bougé légèrement, les yeux fixés sur la vitre. Son souffle laissait une légère buée sur le verre. J'ai attendu, je lui ai laissé de l'espace, du temps, mais elle ne s'est jamais tournée vers moi. Elle n'a pas dit un mot. Quand nous sommes arrivés devant son immeuble, elle a tendu la main vers la poignée avant même que je n'ai fini de me garer. Je t'accompagne à l'intérieur, ai-je proposé. Pas la peine. Ses premiers mots du matin étaient secs. Finalement. Elle est sortie dans le froid, marchant d'un pas vif vers l'entrée sans un regard en arrière. Je l'ai regardée jusqu'à ce que les portes vitrées l'engloutissent, le cœur lourd et confus. J'étais encore là, les doigts mous sur le volant, quand j'ai remarqué quelqu'un qui attendait sur le trottoir. Une jeune femme, la vingtaine, portant un manteau gris et serrant un dossier en papier comme s'il risquait d'exploser entre ses mains. Ses yeux faisaient nerveusement l'aller-retour entre moi et le bâtiment. Elle a fait un pas vers la voiture, a hésité, puis a frappé légèrement à ma vitre. Je l'ai baissée à moitié. « Je peux vous aider ?» Sa voix était basse et précipitée. « Êtes-vous le mari de Camille Morel ?» Mon corps s'est tendu. « Qui le demande ?» Elle a regardé par-dessus son épaule, puis vers moi. « Je m'appelle Élodie. Je travaille à l'administration, au 3e étage. Je ne sais pas comment dire ça autrement. » Elle a soulevé le dossier, puis l'a rabaissé, incertaine. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler ? Dans un endroit privé. Juste pour un déjeuner. C'est tout ce que je demande. » J'ai plissé les yeux. « Pourquoi ? » Sa voix est descendue à un murmure. « Parce que vous ne méritez pas ce qui se passe dans votre dos. » Mon pouls a accéléré. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai hoché la tête lentement. « D'accord, dites-moi où. » Nous nous sommes assis au fond d'un petit café étroit à 2 rues du bureau de Camille. Le genre d'endroit où les gens se cachent du monde. Musique douce, vitres embuées, odeur de café brûlé. Élodie ne s'arrêtait pas de tripoter le carton autour de sa tasse. « Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle chuchoté pour la 3e fois. « Vous n'y êtes pas obligé, ai-je dit calmement. On peut finir nos boissons et sortir comme si rien ne s'était passé. » Elle a secoué la tête rapidement. « Non, si je ne le dis pas maintenant, je ne le dirai jamais. » Je me suis légèrement adossé. Alors commencez par le début. Elle a dégluti. Je m'occupe du support administratif, des plannings, des registres des visiteurs. Parfois des revues de sécurité quand le service informatique est débordé. Elle a hésité, les yeux fuyant vers le comptoir. Vendredi dernier, les caméras du 4e étage ont eu un bug. On m'a demandé de vérifier les enregistrements archivés. Et j'ai vu votre femme. Les mots sont tombés, net. Sans drame, sans hésitation. Mes doigts se sont serrés autour de ma tasse. En train de faire quoi? Élodie a déverrouillé son téléphone avec des mains tremblantes. Avant de vous montrer, je veux que vous me promettiez quelque chose. J'ai croisé son regard. Quoi? Si ça explose, et ça arrivera, je ne peux pas être la cause de tout ça. Je perdrai mon travail. J'ai des prêts étudiants. Je n'ai pas les moyens d'être courageuse. Je n'ai pas précipité ma réponse. Je ne dirai pas votre nom. Ça ne suffit pas. Je vous protégerai, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, cela ne retombera pas sur vous. Elle a scruté mon visage comme si elle cherchait une faille. Puis elle a hoché la tête. Elle a tourné le téléphone vers moi. La vidéo était granuleuse. Pas de son. Horodatage, 23h42. Camille se tenait près d'une salle de conférence aux parois de verre, sans son manteau, les cheveux détachés. Marc-Antoine est entré dans le champ, la cravate desserrée, une main déjà trop familière sur sa taille. Ma respiration a ralenti. Élodie a chuchoté, ça devient pire. La séquence a fait un bond en avant. Camille riait, un rire silencieux mais reconnaissable.
Marc-Antoine l'a attirée vers lui. Elle n'a pas résisté. Elle s'est penchée. Puis ils se sont embrassés. Pas un baiser précipité. Pas un accident. Un geste habituel. J'ai regardé sans ciller jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le bruit du café est revenu comme une vague. J'ai posé le téléphone doucement. Depuis combien de temps? Élodie a expiré. Je ne sais pas, mais ce n'était pas la première fois qu'ils étaient seuls aussi tard. J'ai hoché la tête une fois. Vous avez bien fait. Elle a eu l'air surprise. Vous ne criez pas. Il n'y a pas de quoi crier, ai-je dit calmement. C'est limpide. Sa voix s'est brisée. S'il vous plaît, ne les affrontez pas encore. S'ils vérifient les registres, ils sauront que quelqu'un a accédé aux vidéos. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Elle a lâché un soupir tremblant. Merci. Je me suis levé en enfilant mon manteau. Si quelqu'un demande, vous ne m'avez jamais rencontré. Elle a hoché la tête rapidement. Et vous? J'ai marqué une pause. Je vais m'en occuper. Dehors, l'air semblait plus vif, plus pur. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne l'était pas. Mais sous le choc, sous la rage silencieuse, quelque chose d'autre s'est installé. De la clarté. Ce soir-là, la neige a recommencé à tomber. Douce et silencieuse. Le genre de neige qui donne au quartier des airs de cartes postales, pas de champ de bataille. Je me suis garé dans l'allée juste après 19 heures. Sa voiture était déjà là, les lumières allumées, la maison chauffée. De l'extérieur, tout semblait normal, paisible. À l'intérieur, elle fredonnait. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de verser 2 verres de vin. Elle a levé les yeux comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. « Te voilà », a dit Camille avec un sourire, s'avançant avec un verre tendu comme une offre de paix. « Journée difficile ?» J'ai pris le verre mais je n'ai pas bu. On peut dire ça. Elle a penché la tête. « Tu vas bien ? Et toi ?» Son sourire a vacillé une seconde. Mieux que ces dernières semaines, à vrai dire. Elle a tendu la main, touchant mon bras légèrement. Je me disais qu'on pourrait regarder quelque chose ce soir. Peut-être commencer cette nouvelle série dont tu n'arrêtes pas de parler. J'ai fait un demi-pas en arrière. Elle s'est figée. C'était quoi, ça? Sa voix est descendue d'un ton. Quoi? Ta main a flotté là où mon bras se trouvait. Tu t'es écarté. Je ne l'ai pas fait exprès, ai-je dit calmement. Ses sourcils se sont haussés. Damien, sérieusement, tu te comportes bizarrement depuis des jours. D'abord l'anniversaire, maintenant ça. Tu avais 2 heures de retard pour cet anniversaire. Et je t'ai expliqué pourquoi. Tu ne t'es pas excusé. Elle a ricané, posant son verre assez fort pour le faire teinter. Alors, on en revient encore à ça? On ne l'a jamais quitté. Elle a croisé les bras fermement sur sa poitrine. Tu es distant, froid, depuis cette nuit-là. J'ai hoché la tête lentement. C'est vrai. Pourquoi? On y était. Mon cœur martelait ma poitrine. La vidéo repassait en boucle dans mon esprit, image par image. Mais j'ai tout ravalé. J'ai juste beaucoup de choses en tête, ai-je dit, la voix égale. Les choses ne me semblent pas justes. Camille s'est approchée, le ton tranchant désormais. Non, ne fais pas ça. Ne parle pas par énigme. Dis ce que tu veux dire. J'ai croisé son regard. Je ne crois pas reconnaître ce qu'est devenu ce mariage. Tu rejettes la faute sur moi. Je te dis ce que je ressens. Tu m'accuses de quelque chose. J'ai haussé légèrement la voix. Je ne t'accuse de rien. Pour l'instant. Elle s'est figée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Exactement ce que tu as entendu. Sa mâchoire s'est contractée, son souffle s'est coupé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, Damien. Je l'ai regardée et je n'ai rien dit. Elle a ri amèrement, a tourné les talons et s'est précipitée dans le couloir. Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-elle crié par-dessus son épaule. Tu n'as pas le droit de jouer la victime quand tu ne veux même pas me dire ce qui ne va pas. Je suis resté immobile.
Je ne joue pas, ai-je dit juste assez fort. La porte de la chambre a claqué. Je suis resté dans le couloir pendant une longue minute. Le goût de ce moment était encore amer sur ma langue. Puis j'ai pris une vieille couverture dans le placard, je l'ai étalée sur le canapé et je me suis assis. Je n'ai pas dormi, pas une minute. J'ai juste fixé le plafond, la maison silencieuse à l'exception du vent et du léger ronronnement du frigo. Parce que maintenant, j'avais la preuve. Maintenant, c'était réel. Mais si Camille voulait jouer à cache-cache dans l'ombre, elle n'était pas prête pour ce que je préparais ensuite. Vendredi après-midi, j'ai pris une pause déjeuner anticipée et j'ai traversé la ville pour me rendre dans un quartier de Lyon qui n'avait pas beaucoup changé en 20 ans. Des rues calmes, des feux tricolores grinçants et des bâtiments en briques rouges avec des plaques de cuivre qui n'avaient pas vu de chiffon depuis le début des années 2000. Je me suis garé devant un petit cabinet d'avocats coincé entre un barbier et une agence d'assurance. L'enseigne indiquait Harris et Rennes LLP. Pas de fioritures, pas de marbre, juste une porte sobre et un nom en lequel j'avais confiance. Maître Lefebvre avait été l'avocat de mon père avant sa retraite. Un homme calme, à la voix douce, la soixantaine, qui écrivait encore tout sur des bloc-notes jaunes et dégageait une autorité qui n'avait pas besoin de hausser le ton. Il a levé les yeux quand je suis entré et son visage s'est adouci avec une pointe d'inquiétude. « Damien Morel », a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. « Ça fait des années. Qu'est-ce qui t'amène » Je me suis assis en face de lui, le cœur stable. Quelque chose que je n'ai pas vu venir. Il a hoché la tête. C'est souvent comme ça que ça arrive. Le bureau sentait le vieux cuir et le café. Un mur de livres s'élevait derrière lui. De vrais livres, pas de la décoration. J'ai des questions à vous poser, ai-je dit, mais rien ne doit sortir d'ici. Il n'a pas scié. Le secret professionnel, toujours. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier qu'Élodie m'avait envoyé et je l'ai fait glisser sur le bureau. Il a regardé en silence la séquence granuleuse. Camille, tard dans la nuit, la main de Marc-Antoine sur sa hanche, puis plus bas. Le baiser. Quand ça s'est terminé, il a levé les yeux et a demandé « Est-ce que c'est horodaté ?» Oui, la nuit de l'audit. Elle m'a dit qu'elle travaillait tard. Et l'homme sur la vidéo, c'est Marc-Antoine Cartier, le patron de Camille, et le mari de sa sœur. Maître Lefebvre a sifflé entre ses dents. C'est une grenade dégoupillée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je me suis penché en avant. Je veux partir, maître. Mais pas comme ça. Je ne veux pas de scandale public. Je ne veux pas de presse à scandale. Je veux que ma dignité reste intacte, et je veux que la vérité triomphe. Il a tapoté son stylo 2 fois contre son bloc. Tu veux une sortie propre, sans cri, sans spectacle. C'est ça. Il a griffonné quelques notes, puis m'a regardé. Il y a un chemin, mais il commence par un mouvement précis. Envoie cette vidéo aux actionnaires de l'entreprise. Pas au RH, pas à Marc-Antoine, pas à ta femme. Passe par-dessus leur tête, discrètement. Le conseil d'administration peut déclencher une enquête formelle et, à partir de là, le règlement intérieur prend le relais. Et Camille, si elle est impliquée, elle sera forcée de démissionner. Marc-Antoine aussi, surtout s'il y a des preuves de favoritisme ou d'abus d'autorité. J'ai hoché la tête. Et la femme qui m'a donné les images, son nom est Élodie. C'est juste une employée administrative. Elle n'était pas censée les voir. Elle a tout risqué en me le disant. Lefebvre m'a regardé attentivement. Tu veux qu'elle soit protégée? Elle n'est pas un pion dans tout ça. Elle a fait ce qu'il fallait. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Je peux ajouter une clause, a-t-il dit. Si les actionnaires agissent sur la base de la vidéo, j'insérerai une condition, pas de représailles internes contre les lanceurs d'alerte. Bien. Il s'est adossé à sa chaise, joignant ses doigts. Tu es calme, Damien. La plupart des hommes à ta place voudraient le feu et le sang. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, ai-je dit. Je veux la vérité, pas la vengeance. Lefebvre a souri faiblement. Ton père aurait aimé cette réponse. Je n'ai pas répondu, fixant simplement la pile de documents qu'il préparait déjà. Un poids commençait à se déplacer dans ma poitrine. Pas disparu, mais en mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé.
Je rédige une déclaration formelle. Nous envoyons les preuves, anonymement si tu préfères, au comité des actionnaires. Une fois déposé, ce n'est plus entre tes mains. Et Camille, elle le saura bien assez tôt. J'ai hoché la tête, je me suis levé et je lui ai serré la main. Assurez-vous qu'Élodie reste en sécurité, ai-je dit. Lefebvre a croisé mon regard franchement. Tu as ma parole. J'ai quitté le bureau alors que la neige commençait à tomber de nouveau. Calme et délibéré. Le monde semblait le même, mais quelque chose avait basculé. Je ne subissais plus. Je dirigeais. Le samedi matin a apporté un calme étrange dans la maison. Camille était partie la veille pour une réunion stratégique de 2 jours à Paris. Je n'ai pas demandé de détails. Elle n'en a pas proposé, et cela me convenait très bien. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai versé mon café en silence. Pas de tension bouillonnant sous la surface. Pas de regard en coin porteur de messages cachés. Juste le son d'une cuillère tintant doucement contre une tasse en céramique. J'en étais à la moitié de ma 2e tasse quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Amandine, la sœur de Camille, debout sur le perron dans sa tenue de jogging habituelle, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval serrée qui semblait toujours avoir besoin d'être refaite. Elle ne souriait pas. « Salut, Amandine », ai-je dit en tenant la porte ouverte. « Je ne t'attendais pas. » Elle est entrée sans attendre d'invitation. Visiblement. J'ai refermé la porte derrière elle alors qu'elle marchait vers la cuisine comme si elle vivait encore ici. « J'ai appelé Camille hier soir », a-t-elle dit en se retournant brusquement vers moi. Elle avait l'air épuisée. « Tu ne l'as même pas déposée à la gare ?» Elle a pris un taxi. Amandine a plissé les yeux. Tu es distant, froid depuis des semaines. Elle m'en a parlé. J'ai pris une longue gorgée de mon café sans dire un mot. Elle a posé une main sur sa hanche. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? J'ai posé la tasse doucement sur la table et j'ai levé les yeux vers elle. Tu n'as pas encore appris les nouvelles concernant ton mari. Cela l'a arrêté net. Son visage est devenu instantanément blême, comme si j'avais actionné un interrupteur qui drainait chaque goutte de sang de sa peau. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée. « De quoi est-ce que tu parles » a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas changé d'expression. Assieds-toi peut-être. Non, a-t-elle lancé. Dis-moi. Je me suis légèrement penché en avant. Amandine, tu dois te préparer. Ce qui arrive n'est pas seulement entre Camille et moi. Et si tu cherches trop vite, tu vas l'apprendre de la manière la plus brutale. Instinctivement, elle a sorti son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle ouvrait ses messages. Amandine, ai-je dit d'une voix ferme. Pas encore. Sa main s'est figée au-dessus de l'écran. Il y a une procédure en cours. Des gens auxquels tu tiens vont tomber de haut, et je ne veux pas que tu sois écrasé par l'effondrement. Elle a cligné des yeux rapidement, les lèvres tremblantes. C'est à propos de Marc-Antoine, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Ce silence lui a tout dit. Ses mains sont retombées lentement le long de son corps. Elle ne s'est pas assise, n'a pas pleuré, elle est juste restée là dans ma cuisine, me fixant comme si je venais d'ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais voulu regarder derrière. Je dois y aller, a-t-elle chuchoté. Damien, j'ai besoin d'être seul maintenant. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Alors qu'elle sortait, j'ai ajouté un dernier mot, attends avant d'agir. Fais-moi confiance, tu voudras connaître toute la vérité. Elle a fait un signe de tête vide, puis a descendu la laissant se retourner. Camille est rentrée le dimanche soir avec une valise roulant derrière elle et l'odeur du shampoing d'hôtel collé à ses cheveux. Je l'ai entendue arriver pendant que je coupais des oignons dans la cuisine. Les lumières étaient tamisées, un air de jazz résonnait en arrière-plan, quelque chose de mélancolique sur lequel je n'avais pas besoin de réfléchir. Je ne suis pas allé à la porte. Je n'en avais pas besoin. La serrure a cliqué, suivi du frottement familier des talons et du bruit rythmique des roues de sa valise sur le parquet. Damien, a appelé Camille, sa voix légère, presque enjouée. Je suis là, ai-je dit, sans quitter la planche à découper des yeux. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle revenait d'un rêve. Les joues un peu roses, les cheveux bouclés juste assez pour donner l'impression qu'elle n'avait pas trop essayé. Elle portait un manteau camel sur un chemisier crème et un pantalon noir, elle était impeccable. Je te jure,
a-t-elle dit avec un rire léger. Si je vois encore une seule diapositive PowerPoint, je commets un crime. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé le couteau et essuyé mes mains sur le torchon. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte et a souri. Paris était glacial, mais l'hôtel était incroyable. Tu aurais dû voir la vue. J'ai pris des photos. Je te montrerai. Je me suis alors tourné, lentement et fermement, et j'ai croisé son regard. Elle a vacillé. Damien, a-t-elle demandé en clignant des yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Elle a penché la tête légèrement, essayant de lire mon expression. Tu vas bien? J'ai déverrouillé le téléphone, fait défiler jusqu'au dossier qu'Élodie m'avait envoyé et j'ai lancé la vidéo. Je l'ai tenue devant elle sans un mot. Elle a fait un pas en avant, confuse, puis elle a vu. Au moment où son propre visage est apparu sur l'écran, granuleux mais indéniable, son corps s'est figé comme si elle venait de plonger dans de l'eau glacée. La salle de conférence, l'horodatage, l'expression sur son visage alors que les mains de Marc-Antoine trouvaient sa taille, puis le baiser. Son souffle l'a quitté dans un soupir étouffé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas scié. La séquence s'est terminée. Camille fixait l'écran noir du téléphone comme s'il pouvait revenir à la vie et la sauver. Sa voix était à peine audible. Où as-tu eu ça? Toujours silencieux, j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Elle a fait un pas vers moi. Damien, s'il te plaît. Je peux expliquer. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, et quelque chose de surprenant est arrivé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de panique ou de chagrin. J'ai ressenti de la paix. Comme le moment où l'on met enfin un nom sur la maladie qui vous ronge. Un calme qui ne vient pas du confort, mais de la clarté. Elle s'est encore approchée de moi, les yeux grands, brillants. Dis quelque chose. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte de derrière. Damien, attends. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai laissé l'air hivernal me frapper de plein fouet. Il neigeait à nouveau. De légers flocons flottaient comme des plumes. Le jardin était recouvert de blanc, intact. Derrière moi, à travers la baie vitrée, je pouvais l'entendre commencer à pleurer. Pas des cris bruyants et dramatiques, mais les sanglots étouffés et haletants de quelqu'un qui vient de voir les fondations s'effondrer sous ses pieds. Je me suis appuyé sur la rambarde, respirant le froid jusqu'à ce qu'il me brûle. Et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je ne me sentais plus coincé. Je me sentais serein. Camille était à l'intérieur en train de s'effondrer, mais j'étais dehors, commençant enfin à reconstruire. Je n'ai pas attendu. Pas jusqu'au matin. Pas jusqu'à ce que les esprits se calment ou que les explications soient répétées. J'ai laissé Camille en sanglots dans le salon et j'ai conduit directement chez Amandine et Marc-Antoine. Le froid extérieur ne pouvait pas atteindre ce qui brûlait déjà sous ma peau. Leur maison se trouvait au bout d'une impasse tranquille à Écully. La lumière du porche était allumée, les rideaux tirés, une maison qui, pour n'importe qui d'autre, semblait calme et ordinaire. Mais je savais mieux. Je n'ai pas frappé. J'ai remonté l'allée et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, le chaos avait déjà commencé. J'entendais des cris résonner dans le couloir. Des mots acérés, laids. N'ose même pas retourner ça contre moi, hurlait Amandine. Tu crois que j'ai prévu ça? Tu crois que je voulais que ta sœur traîne ici tous les soirs comme si? Il y a eu un fracas. Quelque chose en céramique s'est brisé. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. Marc-Antoine est apparu le premier, sortant du couloir comme un taureau sans nulle part où charger. Sa chemise était froissée, son visage rouge, ses cheveux en bataille. Ses yeux se sont fixés sur moi comme une cible. Qu'est-ce que? Tu crois que tu peux entrer ici comme ça, a-t-il aboyé, se précipitant vers moi. Je n'ai pas bronché. Toi et moi devons parler. Il ne s'est pas arrêté. Sors de chez moi. Je suis resté sur mes positions. Pas avant qu'Amandine entende ça de nous deux. C'est là qu'il a perdu le contrôle. Marc-Antoine a bondi, me bousculant violemment. Tu crois que tu es la victime? Tu fouines partout comme un petit. Je l'ai repoussé d'un coup sec en plein thorax. Il a trébuché contre le mur derrière lui, s'est rattrapé et a bondi de nouveau.
Mais cette fois, Amandine s'est interposée, ses deux mains sur sa poitrine, sa voix brisée et tremblante. Arrêtez, tous les deux. Arrêtez. Il a reculé, la poitrine haletante. Amandine s'est tournée vers moi, le regard éperdu. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Camille a avoué. Elle s'est figée. Tout, ai-je dit. Les nuits au bureau. Les réunions qui n'en étaient pas. La vidéo. Les jambes d'Amandine ont lâché avant qu'elle ne puisse atteindre le canapé. Elle s'est effondrée sur la coudoir, une main devant la bouche. Sa voix est sortie brisée. Une vidéo. J'ai hoché la tête. Surveillance interne. Ils n'ont pas été prudents. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle est juste restée là, clignant des yeux, respirant comme si chaque bouffée d'air risquait de l'étouffer derrière nous. Marc-Antoine restait immobile, la mâchoire serrée, essayant de retrouver un semblant de contrôle. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-il marmonné. Ce n'était pas sérieux. Amandine a enfin tourné la tête vers lui. Pas de cris. Pas de larmes. Juste un mot. Calme. Dehors. Il a cligné des yeux. Amandine. Elle s'est levée, tremblante mais droite. Sors de cette maison tout de suite. Marc-Antoine m'a regardé, puis elle. C'est aussi ma maison. Sa voix est descendue d'une octave. Alors je partirai. Mais je ne reste pas sous le même toit qu'un homme qui s'est servi de ma sœur pour fuir ses propres échecs. Il a fixé le vide une seconde de plus, puis a attrapé ses clés et a passé la porte d'entrée en la faisant claquer derrière lui. Amandine est restée immobile un instant, puis s'est affalée sur le canapé comme si ses jambes avaient définitivement abandonné. Je suis allé dans la cuisine et je lui ai versé un verre d'eau. Elle ne l'a pas pris, fixant simplement le tapis. Pendant tout ce temps, a-t-elle chuchoté. Je pensais que la tension entre vous deux venait de toi, que le mariage s'étiolait ou qu'il y avait de la distance, mais c'était nous. C'était ici. Je me suis assis en face d'elle. Elle a enfin levé les yeux, des larmes traçant maintenant des lignes nettes sur ses joues. Merci, a-t-elle dit, de ne pas m'avoir laissé rester aveugle. J'ai hoché la tête lentement. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Elle a eu un rire sans joie. Il n'y a pas de bonne façon. Nous sommes restés là un moment. Deux personnes qui n'avaient pas demandé cette destruction mais qui devaient trier les décombres. Il était plus de minuit quand elle s'est enfin levée et a pris un oreiller supplémentaire dans le placard du couloir. Tu ne rentres pas chez toi ce soir, a-t-elle dit avec douceur mais fermeté. La chambre d'amis est prête. Je n'ai pas discuté. J'étais trop fatigué pour expliquer pourquoi l'idée de rentrer chez moi me pesait sur la poitrine. Amandine a marqué une pause avant de s'éloigner dans le couloir. Tout a changé, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit doucement. Mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Elle a hoché la tête, essuyé son visage et a disparu dans l'obscurité. Je suis resté éveillé longtemps dans la chambre d'amis, écoutant le vent pousser contre les fenêtres. La maison craquait comme si elle s'ajustait à une vérité trop longtemps cachée. Et pour la première fois dans tout ce gâchis, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais comme celui qui tenait encore debout. Le lundi matin, la tempête avait des noms. Les emails volaient comme des flèches. Les mémos internes se sont propagés chez Moreau et associés comme une traînée de poudre. Le conseil d'administration avait visionné les images. Les actionnaires avaient voté. Marc-Antoine Cartier, licencié pour faute grave, dans l'attente d'une enquête pour détournement de ressources de l'entreprise. Camille Morel, renvoyé pour violation du règlement intérieur, conflit d'intérêts et manquement à l'obligation de signaler une relation inappropriée avec un cadre dirigeant. C'était officiel, rapide, brutal. Le cabinet a agi vite, non par moralité, mais pour l'image. Le mardi, un audit externe était en cours. Le mercredi, mon avocat déposait la demande de divorce. Pas de presse, pas de drame, juste des signatures nettes sur des pages officielles. Tout était calme et légal, comme je le voulais. Camille ne s'est pas battue. Elle a signé les papiers avec le même regard vide et fatigué que j'avais vu cette nuit dans la cuisine après lui avoir montré la vidéo. Nous ne nous sommes pas parlé pendant la première audience. Elle me regardait à peine. Amandine, qui vivait désormais chez ses parents,
m'a envoyé un simple merci. Certaines vérités blessent, mais les mensonges corrompent tout. Je me suis présenté à chaque rendez-vous au tribunal avec précision, habillé avec soin, ne parlant que si nécessaire. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas craqué. Et pendant un bref instant, j'ai cru que le pire était derrière moi. Puis, le vendredi après-midi, mon téléphone a vibré. Élodie. Cela faisait des jours que nous ne nous étions pas parlé. J'avais dit à Lefebvre de la protéger. Il m'avait assuré que la clause était verrouillée. J'avais confiance. Mais son message m'a glacé le sang. Ils m'ont licencié. Pas de raison donnée. Juste une réduction d'effectifs. Je sais ce que c'est réellement. Ma poitrine s'est serrée. J'ai lu le message 2 fois. Puis une 3e. J'étais en pleine réunion quand c'est arrivé. Mais je me suis levé et je suis sorti sans dire un mot. J'ai trouvé un couloir vide, je me suis appuyé contre le mur, fixant l'écran. Élodie, la seule personne qui n'avait pas menti, qui avait tout risqué pour me donner la vérité, avait été jetée. J'ai serré le téléphone dans ma main jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Il s'était débarrassé d'elle discrètement, proprement. Des lâches dans des costumes sur mesure, actionnant des leviers dans des bureaux de verre. Tous ces discours sur la protection interne ne valaient rien. La guerre était finie, mais ils avaient quand même trouvé quelqu'un à punir. Et cette fois, ce n'était pas moi. C'était elle. J'étais assis à mon bureau dans mon nouvel espace de travail, un bureau épuré avec des baies vitrées et une machine à café qui fonctionnait mieux que prévu. Dehors, la ville était calme, recouverte d'une fine couche de neige. Mais à l'intérieur, mes pensées ne s'apaisaient pas. Je fixais le même tableur depuis 20 minutes. Mes yeux balayaient des rangées de chiffres que je ne ressentais pas. Le bourdonnement des conversations douces, le tapotement des touches, tout cela se fondait dans le décor. Le message d'Élodie restait ouvert sur mon téléphone, ces mots aussi clairs que lors de ma première lecture. Ils m'ont licencié. Pas de raison donnée. Mon estomac s'est de nouveau noué. Elle n'avait pas de syndicat, pas de bouclier, pas de scandale derrière son nom, juste le silence de la direction et un badge de sécurité désactivé. Et moi, j'avais un nouveau job, un nouveau départ, un titre plus prestigieux et un bureau d'angle avec vue. Mais rien de tout cela ne me semblait juste en sachant qu'elle était dehors, mise à la porte pour avoir fait la seule chose honnête dans une pièce pleine de menteurs. Je me suis levé et j'ai quitté le bureau. Dans le couloir, j'ai trouvé Marcus, mon nouveau superviseur, costume impeccable mais regard vif. « Tu as une minute ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux de son moniteur. « Pour toi, toujours. »« Quoi de neuf ?» Je me suis assis en face de lui et je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin de faire un recrutement. Niveau administratif junior. Quelqu'un qui a du cran. Il a haussé un sourcil. Quelqu'un en particulier? J'ai hoché la tête. Elle s'appelle Élodie Lake, la vingtaine. Elle travaillait pour l'ancien cabinet de mon ex-femme. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et, au lieu de l'enterrer, elle a fait ce qu'il fallait. Marcus s'est adossé, écoutant attentivement. Elle a perdu son travail pour ça, ai-je continué. Pas d'accusation formelle, pas de revue RH, juste effacé. Quel poste exactement cherches-tu à pourvoir, a-t-il demandé. N'importe quoi qui lui donne un bureau, un badge et une chance. Il a souri faiblement. C'est facile. Considère que c'est fait. Si elle a ta confiance, ça me suffit. J'ai hoché la tête, je me suis levé et j'ai tendu la main. Merci. Content de participer à la réparation, a-t-il dit. De retour à mon bureau, j'ai tapé le message lentement, avec soin. Tu commences lundi. Tu as ta place ici. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai appuyé sur envoyer. À l'autre bout de la ville, j'espérais qu'elle le ressente, qu'au moins une personne l'avait vue, l'avait respectée et se battrait pour elle comme elle l'avait discrètement fait pour moi. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, des flocons lents et délibérés dansant entre les toits. La ville bougeait en dessous, inchangée. Mais je n'étais plus le même homme qu'il y a seulement un mois. Je n'ai rien brûlé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai juste dit la vérité. Protéger ceux qui le méritaient. Laisser le reste s'écrouler.
Il y a une certaine force là-dedans. Pas la force bruyante. La force tranquille, enracinée. Celle qui reste. Et alors que je regardais la neige recouvrir le monde extérieur, j'ai réalisé quelque chose de simple et de certain. Ils ont essayé de me transformer en quelqu'un d'amer. Mais je ne les ai jamais laissés faire.